Lors de la fête prénatale de ma sœur, ma mère a giflé mon fils parce qu'il touchait au cadeau. Ma sœur a ri. Il a toujours été un problème. Tout le monde a simplement détourné le regard comme si c'était normal. Je n'ai pas discuté, j'ai juste pris mon fils dans mes bras et je suis parti. Ce soir-là, j'ai coupé chaque service public, chaque paiement automatique, chaque livraison de courses liée à mon compte. Au matin, ma mère était devant une station-service, hurlant dans son téléphone sans réseau. Mon nom est Stanley. J'ai 37 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, c'est moi qui ai tout maintenu à flot. Non pas parce que quelqu'un m'avait demandé de prendre les devants, ni parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que si je ne le faisais pas, toute la structure s'effondrerait. C'est ce que font les gens fiables. Nous rattrapons les morceaux qui tombent avant qu'ils ne touchent le sol, même quand personne d'autre ne remarque que nous sommes là. J'ai grandi dans une maison où l'attention était une monnaie d'échange, et je n'en ai jamais eu assez pour compter. Ma sœur Audrey est née 3 ans après moi, et dès l'instant où elle est arrivée, les projecteurs se sont déplacés. Elle était le bébé miracle, celle qui souriait juste au bon moment, qui charmait les parents lors des réunions, qui donnait à mes parents l'impression d'avoir réussi quelque chose. J'étais le plan de secours, le filet de sécurité, le gamin qui avait des notes correctes, restait tranquille et ne faisait jamais de vagues. À l'âge de 16 ans, j'avais appris mon rôle. J'étais celui qui payait sa propre assurance automobile quand le chèque de papa était rejeté. Celui qui travaillait le week-end à l'épicerie pour couvrir ses propres frais de balles de promo parce qu'Audrey avait besoin d'un appareil dentaire. Celui qui a choisi une université locale au lieu de l'offre de bourse à 2 États de là parce que maman disait qu'elle ne supporterait pas d'être seule. Audrey est allée dans une université hors de l'État, logement, pension et argent de poche entièrement financé. Je n'ai jamais dit un mot. Après l'université, j'ai commencé à travailler dans l'informatique pour une entreprise de taille moyenne. Un salaire régulier, des avantages sociaux, rien d'ostentatoire, mais stable. Je me suis marié à 28 ans avec une femme nommée Karen qui me voyait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Nous avons eu un fils, Joshua, 2 ans plus tard. Il a 5 ans maintenant. Un enfant brillant, curieux, demandant toujours pourquoi le ciel change de couleur ou comment les oiseaux savent où s'envoler. Karen est décédée quand Joshua avait 3 ans. Maladie soudaine, sans avertissement. Un jour, elle riait au petit déjeuner, et 6 semaines plus tard, j'étais à ses funérailles en tenant la main de notre fils, essayant d'expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Ma famille est venue à la cérémonie. Maman a pleuré. Audrey m'a serré dans ses bras. Papa m'a tapoté l'épaule en disant que la vie était dure. Puis ils sont partis, et j'étais de nouveau seul avec un tout petit qui ne cessait de demander quand maman rentrerait à la maison. J'ai continué à travailler, à payer les factures, à me présenter au dîner de famille quand il m'appelait. J'ai envoyé de l'argent quand la chaudière de maman a lâché. J'ai payé les réparations de la voiture d'Audrey quand sa transmission est morte. J'ai viré $3000 à papa quand il a pris du retard sur ses taxes foncières. J'ai tout fait discrètement, sans me plaindre, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Joshua est devenu mon monde. Les matins avec lui étaient les seuls moments où j'avais l'impression de compter. Il grimpait sur mes genoux avec ses camions miniatures, m'expliquant des projets de construction élaborés que lui seul pouvait voir. Il me demandait de lui lire la même histoire 5 soirs de suite parce qu'il aimait le passage où le dragon apprenait à être gentil. Il était tout ce qu'il me restait de bon. Maman a appelé 2 semaines avant la fête prénatale. Audrey attendait son premier enfant et la famille organisait une célébration chez maman. Ça allait être grandiose. Beaucoup de parents, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'attention sur Audrey comme toujours. La voix de maman avait ce ton familier quand elle m'a demandé si je venais. Pas vraiment une question, plutôt une attente. Bien sûr que je serai là. Bien sûr que j'emmènerai Joshua. Bien sûr que je sourirai et que je jouerai le jeu. J'ai dit oui. Je disais toujours oui. Je ne savais pas que ce « oui » serait le dernier que je leur donnerais. La fête prénatale battait déjà son plein quand Joshua et moi sommes arrivés. Le salon avait été transformé en un pays des merveilles pastel. Des ballons roses et blancs étaient regroupés dans chaque coin. Une table près de la fenêtre débordait de cadeaux emballés, des rubans retombant en cascade sur le sol. Des tantes et des cousines remplissaient le canapé et les chaises, jonglant avec des assiettes de hors-d'œuvre et des verres de cidre pétillant. Audrey était assise au centre de tout cela, portant une robe fluide qui mettait en valeur son ventre. Elle était radieuse, éclatante, entourée de gens qui l'adoraient. Maman tournait autour,
remplissant les verres et riant trop fort à chaque blague. Personne n'a levé les yeux quand nous sommes entrés. Joshua a tiré ma main et a chuchoté, « Est-ce que c'est le bébé de tante Audrey là-dedans ?» J'ai fait signe que oui. « Oui, mon pote, c'est ton cousin. » Il a souri, excité. Il adorait l'idée d'avoir un cousin avec qui jouer un jour. Nous avons trouvé une place près du bord de la pièce, à l'écart. J'ai déposé le cadeau que j'avais apporté, une poussette de marque qui m'avait coûté 2 salaires. Je n'attendais pas de remerciements, je voulais juste être là et partir discrètement. Joshua a été sage pendant les 20 premières minutes. Il était assis à côté de moi, coloriant un livre que j'avais emporté. Mais ensuite, il a vu la table des cadeaux, le papier brillant, les nœuds, le mystère de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Il s'est levé et s'est approché, ses petits doigts s'étendant pour toucher un ruban argenté. C'est là que c'est arrivé. La voix de maman a traversé le brouhaha comme un coup de fouet, « Enlève tes mains de là !» Joshua a sursauté et a retiré sa main. Il s'est tourné vers moi, la confusion dans les yeux. Mais maman n'avait pas fini. Elle a traversé la pièce en 3 enjambées, lui a saisi le poignet et l'a giflé au visage. Le bruit a claqué dans l'air. Joshua a eu le souffle coupé, plus par le choc que par la douleur. Sa petite main s'est portée à sa joue, et ses yeux se sont remplis de larmes. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis levé, mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Puis Audrey a ri, pas un petit rire nerveux, un rire franc et amusé. Elle a regardé maman et a dit, « Il a toujours été un problème, n'est-ce pas ?» Quelques personnes ont ricané des ricanements mal à l'aise, étouffés, mais personne n'a rien dit. Personne n'a bougé. Ils ont juste baissé les yeux vers leurs assiettes, siroté leur boisson ou bougé sur leur siège comme si c'était normal. Comme si gifler un enfant de 5 ans pour avoir touché un ruban était juste quelque chose qui arrivait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je me suis approché de Joshua, je l'ai pris dans mes bras et je me suis dirigé vers la porte. Maman a crié derrière moi, « Stanley, ne fais pas ton mélodrame. Il va bien. » Audrey a ajouté, « Allez, ne pars pas. C'est juste une petite tape. » Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai porté Joshua jusqu'à la voiture, je l'ai attaché et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Ses larmes s'étaient arrêtées, mais il n'a posé aucune question. Il regardait simplement par la fenêtre, sa petite main toujours pressée contre sa joue. Quand nous sommes rentrés, je l'ai bordé tôt. J'ai embrassé son front et je lui ai dit que je l'aimais. Il a chuchoté en retour, « Je t'aime aussi, papa. » Ensuite, je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert chaque compte, chaque paiement automatique, chaque virement permanent lié à mon nom, et j'ai commencé à tout couper. Je suis resté assis à mon bureau pendant longtemps après que Joshua se soit endormi. La lueur de l'écran éclairait la pièce sombre. Dehors, la ville bourdonnait du trafic lointain et de voix étouffées. À l'intérieur, il n'y avait que le silence, ce genre de silence qui pèse sur la poitrine et rend la respiration difficile. Je ne cessais de revoir la scène, le mouvement de sa main, le son que ça avait fait, le regard sur le visage de Joshua. Il n'a pas pleuré parce qu'il avait mal, il a pleuré parce qu'il ne comprenait pas. Parce que quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui était censé le protéger, l'avait frappé sans raison, et que tous les autres avaient juste regardé. Comme si ça n'avait pas d'importance. Comme s'il n'avait pas d'importance. J'ai pensé à Karen, à ce qu'elle aurait fait si elle avait été là. Elle ne serait pas restée silencieuse. Elle aurait mis la pièce sens dessus-dessous avec des mots assez tranchants pour couper. Elle aurait protégé notre fils comme j'aurais dû le protéger. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, figé, jusqu'à ce que je finisse par sortir. J'avais passé ma vie entière à être celui sur qui on peut compter, celui qui encaisse les coups et continue d'avancer, celui qui paie les factures, répare les problèmes et ne demande jamais rien en retour. Je me disais que c'était de l'amour, que la famille signifiait sacrifice, qu'être présent même quand ça faisait mal était la bonne chose à faire. Mais ils ont porté la main sur mon enfant. Et aucune loyauté, aucun passé, aucun lien de sang ne justifiait cela. J'ai ouvert le tableur que j'avais créé il y a des années, une liste de chaque paiement récurrent lié à mes comptes, les services publics chez maman, Internet, l'eau, le forfait de téléphone portable qui la couvrait, elle, papa et Audrey, l'assurance automobile d'Audrey, le service de livraison de courses que j'avais mis en place pour que maman n'ait pas à conduire jusqu'au magasin, le paiement automatique sur la carte de crédit de papa qui lui évitait le recouvrement.
J'ai fixé la liste pendant longtemps. Puis j'ai commencé à cliquer. Un par un, je les ai annulés. Chaque email de confirmation qui arrivait ressemblait à une petite libération, à l'abandon d'un poids dont je ne m'étais pas rendu compte que je le portais. Je me suis retiré du forfait mobile partagé, j'ai fermé le compte de course, j'ai mis fin au virement automatique de $500 sur le compte courant de maman chaque mois, j'ai arrêté les paiements de l'assurance d'Audrey et j'ai révoqué ma carte de la configuration de paiement automatique de papa. Chaque ligne est devenue rouge à mesure que je parcourais la liste. Cela a pris 2 heures. Quand j'ai fini, j'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assis dans le noir. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas vindicatif. Je me sentais simplement à bout. Ils avaient passé toute ma vie à me traiter comme une ressource, un portefeuille avec des jambes, un filet de sécurité qui les rattraperait toujours, peu importe le nombre de fois où ils sautaient sans regarder. Mais je n'étais plus cela. J'ai pensé à Joshua endormi dans la chambre d'à côté, à la vie que je voulais lui donner, une vie où il n'apprendrait pas à rester silencieux quand les gens lui font du mal, une vie où il comprendrait que l'amour ne signifie pas laisser les autres tout prendre et vous laisser vide. Je l'avais laissé tomber une fois aujourd'hui. Je ne le laisserai plus tomber. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Je les ai ignorés. Au travail, j'ai posé mon téléphone face contre terre et me suis concentré sur l'audit des systèmes sur lequel je travaillais toute la semaine. Mes collègues s'agitaient autour de moi, discutant des projets de week-end et se plaignant de la machine à café. Des sons normaux, des routines normales, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les SMS s'accumulaient. Je n'avais pas besoin de les lire pour savoir ce qu'ils disaient. De la confusion d'abord, puis de l'irritation, puis de la panique. Pendant ma pause déjeuner, j'ai fini par regarder. Le premier message venait de maman, envoyé à 6 heures du matin. Stanley, il y a un problème avec Internet. As-tu oublié de payer la facture? 15 minutes plus tard, l'eau vient d'être coupée. Appelle-moi. 1 heure après cela, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à joindre le service client. Ils ont dit que le compte était fermé. Audrey s'est manifestée vers 8h30, mon assurance a expiré. C'est quoi ce bordel, Stanley? J'ai un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Papa a envoyé un seul message à 9h, appelle ta mère. Je les ai tous supprimés sans répondre. À midi, les messages sont devenus désespérés. Maman, Stanley, ce n'est pas drôle. Je n'ai pas d'eau chaude. La compagnie d'électricité a dit que tu avais annulé le compte. Pourquoi ferais-tu ça? Audrey, tu m'ignores sérieusement là? Je suis enceinte. J'ai besoin de mon assurance. Règle ça. Un cousin à qui je parlais à peine a envoyé un message, et, ta mère panique. Elle dit que tu as coupé tous ses services publics. C'est vrai? J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai fini mon sandwich. Cet après-midi-là, les appels ont commencé à arriver par vagues. Je n'en ai pas pris un seul. Chaque fois qu'un nom clignotait sur l'écran, je le regardais sonner jusqu'au répondeur, puis je supprimais la notification. À 15h, mon téléphone a vibré avec un message vocal de maman. J'ai failli ne pas l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur lecture. Sa voix était aiguë, paniquée. Stanley, je ne sais pas ce que j'ai fait pour te contrarier. Mais là, c'est trop. Je suis dans une station-service pour essayer d'utiliser leur téléphone parce que le mien est coupé. Ma carte ne fonctionne pas non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît. J'ai enregistré le message vocal non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment. Le moment où il réalisait ce que l'on ressent quand on est impuissant. Audrey a laissé un message vocal elle aussi, mais le sien était différent, en colère, arrogant. Tu te comportes comme un enfant, Stanley. Grandis un peu. Peu importe la crise que tu piques, ça nous affecte tous. Maman est dans tous ses états, papa est furieux, et je suis sur le point d'avoir un bébé. Je n'ai pas le temps pour tes drames. Rappelle-moi et règle ça maintenant. J'ai supprimé celui-là immédiatement. Au moment où j'ai quitté le travail, j'avais 32 appels manqués, 57 SMS et 9 messages vocaux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Quand je suis rentré, Joshua était chez la voisine. Madame Shirley, une femme âgée qui vivait au rez-de-chaussée, avait proposé de le garder après l'école quand je travaillais tard. Elle a ouvert la porte avec un sourire et me l'a confié. Joshua a serré ma jambe.
Salut, papa. Je me suis agenouillé et je l'ai regardé. La marque rouge sur sa joue s'était estompée, mais je pouvais encore en voir l'ombre sous une certaine lumière. Salut, mon pote. Comment s'est passée ta journée? Bien. Madame Shirley a fait des cookies. J'ai souri. C'est super. Nous sommes montés et j'ai préparé le dîner pendant que Joshua me parlait d'un enfant à l'école qui avait apporté un lézard pour une présentation. Il était animé, excité, complètement inconscient de la tempête qui se préparait autour de nous. Après le dîner, je l'ai bordé et je lui ai lu son histoire préférée. Quand j'ai éteint la lumière, il a chuchoté « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Joshua. » J'ai fermé la porte et je suis retourné à mon ordinateur. Les emails commençaient à arriver, les compagnies de services publics confirmant les annulations, les banques accusant réception du retrait des utilisateurs autorisés, les assureurs résiliant les polices. Chacun d'eux était un clou dans le cercueil de la vie qu'ils avaient bâti sur mon compte. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé le plafond. Demain, ils viendraient me chercher. Mais je n'avais pas peur. Ils sont arrivés 2 jours plus tard. Je préparais des spaghettis quand les coups ont commencé, pas des coups polis, mais des coups violents, du genre qui font vibrer le cadre et incitent les voisins à regarder par l'œilleton. Joshua a levé les yeux de son livre de coloriage, les yeux grands ouverts. Reste ici, lui ai-je dit. Continue de colorier. Il a acquiescé et s'est penché de nouveau sur son papier, mais je pouvais voir la tension dans ses petites épaules. J'ai ouvert la porte. Maman se tenait dans le couloir, le visage taché et rouge. Audrey était à côté d'elle, les bras croisés, les lèvres serrées. Papa restait en retrait, les mains dans les poches, regardant n'importe où sauf vers moi. « C'est quoi ton problème ?» a lancé Audrey avant même que je puisse parler. Maman a tendu la main comme si elle voulait me saisir le bras. « Stanley, s'il te plaît. Nous devons parler. » J'ai reculé, gardant la porte entr'ouverte. Il n'y a rien à dire. Rien à dire? La voix d'Audrey est devenue aiguë. Tu as tout coupé. Tout, Stanley. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Je sais exactement ce que j'ai fait. La voix de maman a tremblé. Je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'électricité. Je ne peux même pas charger mon téléphone. J'ai dû emprunter de l'argent à ta tante juste pour mettre de l'essence dans la voiture. Pourquoi ferais-tu ça? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à être fiable, qui m'appelait chaque fois que quelque chose cassait et s'attendait à ce que je le répare. Tu as frappé mon fils. Le couloir est devenu silencieux. Maman a cligné des yeux. Quoi? Lors de la fête prénatale, tu as giflé Joshua au visage et personne n'a dit un mot. Audrey a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, tu en es encore là? Il allait bien. C'était à peine une tape. Ce n'était pas à toi d'en décider. Il touchait au cadeau, a dit maman, la voix montant. Il fallait qu'il apprenne. Il a 5 ans. Et il est gâté, a rétorqué Audrey. Tu le laisses faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un devait poser une limite. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Vous ne posez pas de limite pour mon fils. Vous ne le touchez pas, jamais. Alors, c'est une punition? La voix de maman tremblait. Tu me punis parce que j'ai discipliné un enfant? Non, j'ai fini d'être votre filet de sécurité. J'ai fini de payer pour tout pendant que vous me traitez comme si je n'existais pas. Vous voulez faire comme si j'étais invisible? Très bien, je serai invisible à partir de maintenant. Papa a fini par parler. Stanley, tu es déraisonnable. Je me suis tourné vers lui. C'était quand la dernière fois que tu as payé tes propres taxes foncières? Il n'a pas répondu. J'ai regardé Audrey. C'était quand la dernière fois que tu as payé ta propre assurance auto? Elle m'a lancé un regard noir mais n'a rien dit. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Vous avez tous été très clairs sur ma place dans cette famille, alors maintenant vous allez vous débrouiller sans moi. La voix de maman est devenue désespérée. Stanley, s'il te plaît. Je suis désolé. Si j'ai blessé tes sentiments, je m'en excuse, mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes une famille. La famille ne gifle pas les enfants en riant. Audrey a ricané. Tu es ridicule. Une petite gifle et tu nous fais une crise. Grandis un peu.
J'ai croisé son regard. Ne me recontactez plus jamais. J'ai fermé la porte. Ils sont restés dehors encore 5 minutes, frappant, appelant mon nom, proférant menaces et promesses à parts égales. J'ai allumé la télévision pour couvrir leur voix et je me suis assis à côté de Joshua. Il a levé les yeux vers moi. C'était grand-mère? Oui, mon pote. Pourquoi est-ce qu'elle criait? Elle est contrariée par quelque chose, mais tout va bien. Ce n'est pas de ta faute. Il a acquiescé et s'est remis à colorier. Finalement, les coups ont cessé. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. L'immeuble a retrouvé son ronronnement calme habituel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai bloqué leurs 3 numéros. Ensuite, j'ai commandé une pizza et j'ai passé le reste de la soirée à regarder des dessins animés avec mon fils. Après que Joshua se soit endormi, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je l'ai nommé « Dossier ». À l'intérieur, j'ai commencé à tout compiler, les relevés bancaires remontant à 5 ans, chaque virement effectué sur le compte de maman, chaque paiement automatique, chaque facture que j'avais couverte. Les captures d'écran étaient accablantes. 500 $ par mois, parfois plus. Réparation d'urgence, facture médicale, traite de voiture, service de course. J'ai consulté mes archives de mai et cherché des mots-clés. Merci, apparaissait 12 fois en 5 ans. Peux-tu m'aider, apparaissait 83 fois. J'ai organisé les preuves par catégorie, service public, assurance, transfert d'argent, prêt qui n'avait jamais été remboursé. Le tableur s'allongeait ligne après ligne, chaque entrée étant un acte d'accusation silencieux sur le caractère unilatéral de notre relation. J'ai sauvegardé les SMS d'Audrey, ceux où elle exigeait que je paie son loyer, ceux où elle se plaignait de sa vie tout en demandant de l'argent, ceux où elle me remerciait avec un emoji pouce levé et rien d'autre. J'ai aussi récupéré les messages vocaux, le message paniqué de maman à la station-service, la tirade arrogante d'Audrey, l'ordre laconique de papa. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de tout cela, mais je le voulais. Une preuve que je n'avais pas imaginé la dernière décennie de ma vie. La preuve que j'avais tout donné et que je n'avais reçu que du mépris en retour. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Catherine et était spécialisée dans le droit de la famille. J'ai expliqué la situation en termes simples, pas de drame, juste les faits. Elle a écouté calmement, puis a demandé « Voulez-vous une ordonnance de protection ?» Pas encore, mais j'en aurai peut-être besoin. Avez-vous de la documentation? Absolument tout. Bien. Gardez tout. S'ils intensifient leurs actions, nous irons plus loin. En attendant, vous avez pris la bonne décision en coupant les liens financiers. Ils n'ont aucun droit légal sur votre argent ou votre soutien. Et s'ils essaient de m'attaquer en justice? Elle a marqué une pause. Pour quel motif? Je ne sais pas, quelque chose. Stanley, vous n'êtes pas obligé de soutenir financièrement les membres adultes de votre famille. Vous avez été généreux, mais cela ne crée pas d'obligation légale. S'ils tentent quoi que ce soit, nous nous en occuperons. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. Stanley, c'est tante Alice. Ta mère m'a appelé en pleurant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est dans tous ses états. Peux-tu au moins lui parler? Je l'ai supprimé. Un autre message est arrivé 1 heure plus tard, cette fois d'un cousin. Mec, qu'est-ce qui se passe? Audrey dit que tu as abandonné la famille. J'ai bloqué le numéro. Le soir venu, mon téléphone était de nouveau silencieux. J'ai préparé le dîner, aidé Joshua avec un puzzle et lui ai lu 2 chapitres d'un nouveau livre. Quand il s'est enfin endormi, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le dossier sur mon ordinateur. Toutes ces années, tout cet argent, tous ces efforts, et pourquoi? Pour qu'il puisse gifler mon fils et en rire. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis adossé. Je n'étais plus en colère, j'étais juste fatigué. Mais je ne ferai pas marche arrière. 3 semaines plus tard, j'ai retrouvé Catherine dans un café en ville. Elle m'avait appelé le matin même en disant qu'il y avait quelque chose que je devais voir. Je me suis assis en face d'elle à une table d'angle, une tasse de café noir refroidissant entre mes mains. Elle a fait glisser une chemise cartonnée sur la table. Audrey a déposé une plainte. Je l'ai ouverte. Le document était mince, mal écrit et truffé de fautes de grammaire. Elle me poursuivait pour préjudice moral et abandon financier.
Elle prétendait que j'avais promis de subvenir à ses besoins pendant sa grossesse et que j'avais manqué à cette promesse, lui causant un stress et des difficultés excessives. J'ai regardé Catherine. C'est sérieux? Techniquement, oui. En réalité, ça ne mènera nulle part. Qu'est-ce que je dois faire? Répondre. Je m'en occupe. Mais je veux que vous compreniez une chose, c'est de l'acte de désespoir. Elle jette tout ce qu'elle peut contre le mur pour voir si ça tient. Ça ne tiendra pas, j'ai hoché la tête lentement. Et maman et papa? Rien pour l'instant, mais votre mère a essayé de contacter votre employeur. Je me suis figé. Quoi? Elle a appelé votre service des ressources humaines en prétendant que vous lui aviez volé de l'argent. Ils ont classé cela comme un litige personnel et n'y ont pas donné suite. Mais je voulais que vous le sachiez. J'ai posé le dossier, les mains tremblant légèrement. Elle a essayé de me faire licencier. Elle a essayé. Elle a échoué. Votre dossier est propre et vous êtes dans cette entreprise depuis des années. Ils ne vont pas la prendre au sérieux. J'ai fixé le document devant moi, la signature d'Audrey, les mensonges qu'elle avait écrits. Combien de temps cela prendra-t-il pour être résolu? Quelques mois, peut-être moins. Comme je l'ai dit, ça n'ira nulle part, mais cela va lui coûter de l'argent pour poursuivre la procédure, et c'est peut-être là une punition suffisante. J'ai fini mon café et je l'ai remercié. Ce soir-là, j'ai consulté mes emails. Il y avait un nouveau message provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet était « Tu as tout gâché ». Je l'ai ouvert. C'était de maman. Stanley, je ne sais pas qui tu es devenu, mais ce n'est pas toi. Audrey a perdu sa voiture. La banque l'a saisie parce que l'assurance avait expiré et qu'elle ne pouvait pas payer la traite. Ton père et moi avons du retard sur l'hypothèque. Nous allons perdre la maison et tu t'en fiches. Tu as décidé que nous ne valions plus ton temps, et c'est ton choix. Mais ne prétends pas être la victime ici. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé, et c'est ainsi que tu nous remercies. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Plus tard cette nuit-là, Joshua m'a demandé pourquoi j'avais l'air triste. Je lui ai dit que je n'étais pas triste, juste pensif. Il a grimpé sur mes genoux et m'a serré fort. C'est normal d'être triste parfois, papa. Je l'ai serré contre moi sans rien dire. Il avait 5 ans, et d'une certaine manière, il comprenait mieux l'amour que toute ma famille réunie. 6 mois plus tard, Joshua et moi avons déménagé dans un nouvel endroit à l'autre bout de la ville. C'était plus petit que notre ancien appartement, mais plus lumineux. Les fenêtres étaient orientées à l'est et la lumière du soleil inondait le salon chaque matin, le teintant d'or. Joshua adorait ça. Il a choisi sa propre chambre, l'a peinte en bleu et a disposé ses camions sur une nouvelle étagère que j'avais construite pour lui. Il a commencé la maternelle dans une école voisine, où il s'est fait des amis et rapportait des dessins de dinosaures et de fusées. La plainte d'Audrey a été rejetée. Le juge a jeté un coup d'œil aux preuves mes 5 années de relevés financiers et son absence totale de documentation et a classé l'affaire. Elle a été condamnée à payer les frais de justice. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Maman a envoyé un dernier email 3 mois après notre déménagement. C'était court, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, mais j'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Papa n'a jamais cherché à me joindre. J'ai appris par un cousin éloigné qu'ils avaient emménagé dans une petite location et qu'ils s'en sortaient à peine. Audrey a eu son bébé, une fille. J'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas commenté ni aimé la publication, j'ai juste continué à faire défiler mon écran. Je pensais à Karen parfois, à ce qu'elle dirait si elle pouvait nous voir maintenant. Je pense qu'elle serait fière. Fière que j'ai enfin tenu tête. Fier que j'ai choisi Joshua plutôt qu'une famille qui ne m'estimait que pour ce que je pouvais donner. Un samedi matin, Joshua et moi sommes allés au parc. Il courait devant en riant, poursuivant un ballon de foot sur l'herbe. Je me suis assis sur un banc et je l'ai regardé, le soleil chauffant mon visage. Une femme est passée en courant, son chien sur ses talons. Un couple a étendu une couverture sous un arbre. Quelque part à proximité, un enfant a crié de joie alors que son cerf-volant prenait le vent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé la photo que je gardais dans mes favoris, Karen tenant Joshua nouveau-né, son sourire si large qu'il remplissait l'image. On va bien, ai-je chuchoté. Joshua est revenu en courant, essoufflé, le visage rouge.
Papa, tu as vu? J'ai failli marquer un but. J'ai vu, mon pote. C'était génial. Il a souri et est reparti en courant. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur plein d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais perdu ma famille, mais j'avais sauvé mon fils. Et au final, c'était la seule chose qui importait. 3 mois plus tard, j'ai reçu un message de Catherine. Audrey s'était déclarée en faillite. Maman et papa avaient officiellement perdu la maison. Ils vivaient chez une tante dans un autre état. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne ressentais absolument rien. J'ai supprimé le message et je me suis remis à préparer le dîner. Ce soir-là, Joshua m'a demandé s'il pouvait inviter son nouvel ami de l'école à dormir. J'ai dit oui, et nous avons passé la soirée à prévoir les collations et les films. Il s'est endormi sur le canapé au milieu du deuxième film, la tête sur mon épaule. Je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé et je suis resté un moment sur le pas de la porte, à le regarder respirer. Je t'aime, ai-je chuchoté. Il ne m'a pas entendu, il rêvait déjà. J'ai fermé la porte et suis retourné au salon. L'appartement était calme. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Le silence n'était plus pesant, il était paisible. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. J'ai jeté un coup d'œil à l'aperçu, c'est ta mère. J'utilise le téléphone d'une amie. S'il te plaît, Stanley. Nous avons besoin d'aide. Juste pour cette fois. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé sur la table. Juste pour cette fois. Cette phrase avait résonné tout au long de ma vie. Juste pour cette fois était devenue chaque fois. Chaque crise, chaque urgence, chaque problème fabriqué de toutes pièces qui finissait toujours par atterrir sur mon paillasson. Mais plus maintenant. J'ai pensé à la version de moi-même qui répondait autrefois à ces appels, celui qui laissait tout tomber pour envoyer de l'argent, réparer des problèmes ou accourir dès qu'ils avaient besoin de quelque chose. Cette personne avait disparu. Non pas parce que j'étais devenu cruel, mais parce que j'avais enfin appris la différence entre aider et entretenir la dépendance. Ils m'avaient appris cette différence le jour où ils avaient giflé mon fils en s'attendant à ce que je me taise. Une année a passé. Joshua a eu 6 ans. Nous avons fêté ça avec une petite fête au parc. 5 de ses amis d'école sont venus avec leurs parents. Nous avons mangé du gâteau, fait des jeux et regardé les enfants se courir après jusqu'à ce qu'ils s'écroulent dans l'herbe, épuisés et heureux. L'une des mamans, Marilyn, m'a demandé si les grands-parents de Joshua venaient. Non, ai-je simplement répondu. Elle n'a pas insisté, elle a juste hoché la tête et a changé de sujet. J'ai apprécié cela. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, écrite à la main. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine pendant que Joshua regardait des dessins animés dans le salon. C'était de maman. L'écriture était tremblante, précipitée. Stanley, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu t'en soucies encore, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Nous luttons. La santé de ton père décline. Audrey vit au jour le jour. J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais tu as fait le choix de nous abandonner quand nous avions le plus besoin de toi. Je te pardonne pour cela. J'espère qu'un jour tu me pardonneras aussi. Si jamais tu changes d'avis, nous sommes là. Nous sommes toujours ta famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié, remise dans l'enveloppe et rangée dans le tiroir avec tout le reste du courrier non ouvert venant d'eux. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'est pas quelque chose qu'ils peuvent exiger, et le mot « famille » ne peut pas servir de bouclier après avoir passé des années à utiliser quelqu'un comme un paillasson. 2 ans après la fête prénatale, Joshua et moi sommes partis en voyage sur la côte. Nous avons passé 3 jours à construire des châteaux de sable, à ramasser des coquillages et à regarder les vagues s'écraser sur le rivage. Le soir, nous faisions griller des guimauves sur un petit brasero au chalet de location et nous parlions de tout et de rien. Lors de notre dernière soirée, nous étions assis sur la plage alors que le soleil se couchait. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis violet profond. Joshua s'est appuyé contre moi, fatigué de sa journée à courir et à nager. « Papa » a-t-il dit doucement. « Oui, mon pote. Est-ce qu'on va revoir grand-mère un jour ?» J'attendais cette question, je la redoutais, peut-être. Je ne pense pas, il est resté silencieux un moment. C'est parce qu'elle était méchante ? Oui. Parce qu'elle était méchante.
Et parce que parfois, les gens ne changent pas, même quand on le voudrait. Il a hoché la tête. C'est triste. Ça l'est. Mais on va bien, n'est-ce pas? Je l'ai serré plus fort. On va plus que bien. Il a souri et s'est remis à regarder les vagues. Et en restant assis là avec mon fils à mes côtés, l'océan s'étendant à l'infini devant nous, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. Je n'étais même pas soulagé. J'étais simplement libre. Libre du poids des attentes que je ne pourrais jamais combler. Libre du rôle dans lequel on m'avait forcé depuis l'enfance. Libre des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Ils avaient perdu leur maison, leur voiture, leur confort. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux. J'avais trouvé la paix. Et je ne renoncerai à cela pour personne. Joshua avait 8 ans quand il a posé des questions sur les arbres généalogiques. Son professeur avait donné un projet, dessine ta famille. Dis-nous qui ils sont. Il est rentré avec une feuille de papier blanche et un air inquiet. Qu'est-ce que je mets? A-t-il demandé. Je me suis agenouillé près de lui. À qui penses-tu quand tu penses à la famille? Il a réfléchi un instant. Toi, Madame Shirley, mes amis, mon professeur. Alors, mêlé. Son visage s'est éclairé. Vraiment? Vraiment. La famille n'est pas qu'une question de sang, Joshua. Ce sont les gens qui sont là pour toi. Les gens qui te protègent, les gens avec qui tu te sens en sécurité. Il a attrapé ses crayons et a commencé à dessiner. Quand il a fini, il m'a montré le papier. Il y avait un dessin de nous deux se tenant la main. Madame Shirley était à côté de nous, souriante. Son meilleur ami de l'école se tenait de l'autre côté. En haut, en lettres appliquées, il avait écrit « Et ma famille ». Je l'ai accroché sur le réfrigérateur. Ce soir-là, mon téléphone a vibré un autre numéro inconnu. Je n'ai même pas regardé l'aperçu, j'ai simplement supprimé et éteint le téléphone. Joshua a appelé de sa chambre. « Papa, tu peux me lire une histoire? » J'arrive, mon pote. J'ai marché dans le couloir, poussé sa porte et me suis assis sur le bord de son lit. Il m'a tendu le livre, déjà souriant. Et pendant que je lisais, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas pleinement compris jusqu'à cet instant, j'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez pour des gens qui ne me verraient jamais. Mais j'avais toujours été assez pour la seule personne qui comptait. J'ai fermé le livre, embrassé le front de Joshua et éteint la lumière. « Je t'aime », a-t-il chuchoté. « Je t'aime aussi. » J'ai fermé la porte et je suis retourné au salon. L'appartement était calme, paisible, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. Je vivais, tout simplement, et cela suffisait.